De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité est représentant de la société civile tchadienne. Il s'agit de Jean-Maurice Bamari. Il est toujours avec nous, il est à ma gauche. Et puis à ma droite, notre éditorialiste de toujours, Gratien Rokindi-Kiza. Et de manière clandestine, les jeunes en mal d'une meilleure vie empruntent des voies parfois périlleuses pour atteindre l'Eldorado. Cependant, le voyage de l'espérance se transforme le plus souvent en un véritable calvaire. C'est ce qu'a connu Martin Désiré Ngoumou, un ancien émigré clandestin qui a quitté son pays, le Cameroun, pour l'Europe. Il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme et sensibilise au danger de l'immigration clandestine. Notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardunka, l'a rencontré. Voyez donc son reportage. Orphelin camerounais sans attache, Martin Désiré Ngoumou a 20 ans lorsqu'il décide de tenter sa chance à l'étranger. Comme tant d'autres, il rêvait de découvrir l'Europe, son Eldorado. Il a alors 4 500 francs CFA, soit environ 7 € lorsqu'il décide de quitter Yaoundé. Ainsi commence le début d'une longue aventure. Je suis parti du Cameroun seul. En chemin, j'ai rencontré 2 confrères camerounais. Aujourd'hui, un fou et l'autre est décédé. Et lorsque le deuxième est décédé, le lendemain, j'ai fait un rêve où il me disait « il ne faut pas que je laisse passer cette souffrance-là. Il faut que je dise la vérité aux autres qui sont derrière nous, qui voudraient prendre le même chemin. » Et là, après, le lendemain, je me suis rendu compte que c'était un rêve et j'ai tenu à rendre ce rêve réalité. C'est cette histoire que Martin Désiré Ngoumou a choisi de partager avec les jeunes de l'Afrique à travers les 2 tomes de son ouvrage intitulé « Que vaut la vie d'un aventurier ». Il raconte son périple de 4 mois entre Yaoundé et Arlit. Il détaille également l'aventure d'un immigré clandestin de son départ du Niger pour l'Espagne en passant par le désert du Sahara. Entre espoir et désillusion, ce roman autobiographique est une mise en garde contre les risques de l'exil, fuite en avant périlleuse, souvent décevante, parfois mortelle. Le message numéro 1, c'est de dire la vérité à mes confrères camerounais et africains et du monde entier, de leur faire comprendre que c'est vrai, ça ne va pas chez nous. Parce que tout celui qui parle d'immigration clandestine ne va pas parce qu'il veut. Il va parce qu'il souffre. Mais si partir pour mourir, je ne trouve pas raisonnable de partir. Parce que je me suis rendu compte que sur 10 qui vont, 8 meurent. Donc je ne peux pas encourager l'immigration clandestine. L'immigration clandestine constitue aujourd'hui une problématique essentielle tant pour les pays de départ que pour les pays d'accueil. Martin Désiré Ngoumou veut participer à sa lutte. À travers son association Comeback, il compte sensibiliser la jeunesse africaine contre les méfaits de l'immigration clandestine. Pour les spécialistes, en plus de la sensibilisation, il faut agir sur les causes de ces exodes massifs en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Gratien, on vient de voir dans ce reportage l'histoire de Martin Désiré Ngoumou, une histoire qui fait un peu écho aux dernières actualités. Ces naufrages de bateaux de fortune remplis de personnes pleines d'espoir, prêtes à quitter famille, travail pour une meilleure vie. Après ces naufrages, on a commencé à chercher des responsabilités. Les pays qui accueillent mal les passeurs, qui accueillent mal, je veux dire, les migrants. Les passeurs, ces trafiquants d'êtres humains. Et si les premières responsabilités se situaient au niveau des pays de départ, ces pays qui ne donnent pas envie à leurs ressortissants de rester chez eux. Bien sûr, la responsabilité première incombe à nos États. Ce sont nos États qui ne créent pas les conditions d'existence, de vie, d'espoir de ces jeunes. Il y a beaucoup de pays où on ne voit pas, quand on regarde même au niveau de l'immigration, il y a des pays où on ne voit pas les ressortissants. Pourquoi? Parce que ces pays, disons, donnent des conditions et les gens espèrent, ne veulent pas partir. Au contraire, il y a même d'autres qui sont installés ici, qui partent. Parce que ces pays, finalement, donnent de l'espoir. Et en même temps, je pourrais dire qu'il y a aussi une responsabilité de l'Occident. Nous, quand les gens, les Français ou les Anglais vont en Afrique, dans plusieurs pays, ils n'ont pas besoin de visa. On peut demander, ils peuvent arriver, faire les affaires ou même être embauchés. Il y a des pays où ils sont des salariés, des Européens. C'est aux pays africains de mettre les visas. Oui. Il y en a qui ont mis la réciprocité des visas. Justement, c'est question de respect, de se dire... On est africain, on nous doit du respect, on ne doit pas du respect aux autres seulement à sens unique. Et en même temps, ces pays, pourquoi les Européens, on sait bien que les 30 Glorieuses ou tout ce qui a été construit dans ces pays, ce sont les immigrés africains qui ont construit. Mais en même temps, on attend que les gens viennent
dans des bateaux de fortune. Pourquoi on n'irait pas en Afrique, par exemple, recruter, faire un système de recrutement pour que les jeunes aillent se faire recruter selon les besoins ici, qui viennent par avion, qui viennent dignement comme des gens, et non pas les mettre dans ces conditions. Au moins, ils seraient là en espérant qu'ils vont venir. Donc, franchement, je pense que c'est, disons, c'est un non-respect de l'Occident et aussi de l'irresponsabilité de certains de nos dirigeants dans ce qui se passe au niveau de ce drame, parce qu'on a vu que les Européens, ils partaient en Amérique, ils étaient embauchés, ils travaillaient, et ils n'y allaient pas illégalement. Or, ce sont seulement les Africains. Gratien, également, peut-être revenir aussi sur la responsabilité de ces émigrés clandestins qui n'ont pas prévenu leurs cousins, leurs frères, leurs familles et leurs amis qu'il ne fallait pas justement quitter son pays au prix de sa vie pour venir en Occident. C'est en tout cas ce qu'a fait ce Camerounais Martin Désiré Ngoumou. On peut en tout cas le saluer pour son courage. Oui, on peut saluer pour son courage et son honnêteté. C'est comme, je dirais, c'est comme quelqu'un qui tombe dans un trou, qui va chercher de l'or. Il ne trouve pas de l'or, finalement il se noie, mais même s'il arrive à éviter d'être noyé, il ne va pas dire aux autres, il va dire finalement non, non, il y a de l'or. Mais finalement, c'est qu'ils ne savent pas au niveau des médias. Bon, on en parle, mais les autres médias, on n'en parle pas. On ne montre pas la réalité de l'Europe. Il y a des gens qui se trouvent en Europe, finalement, qui seraient dans une vie très enviable en Afrique. En Afrique, au moins, on a la famille qui donne à manger, au moins qui donne à loger. Oui, il y a une solidarité familiale qu'il n'y a plus une fois qu'on arrive à Paris. Ici, quand on commence à voir des sans-abri, des Africains, en général, on voit des sans-abri des Européens. Des fois même on se moquait de ces gens, mais de plus en plus maintenant on commence à voir des sans-abri africains, ce qui ne se faisait pas ces derniers temps. Monsieur Bamaré ? Oui, je pense que c'est un problème. C'est vrai que quand il a parlé des responsabilités des États, c'est réel. C'est réel parce que avant 1980, par exemple, il n'y a aucun Tchadien qui partait en immigration. Jamais. On partait étudier, on rentrait, on avait une activité immédiatement. Quand il y avait eu, par exemple, les guerres qui ont créé cette dispersion, parce qu'il y a tous ces gens qui vont se réfugier dans les pays voisins et après qui n'ont peut-être pas trouvé les avantages qui s'attendaient, ils ont continué leur chemin pour pouvoir arriver pour certains jusqu'en Europe. Mais je pense que la responsabilité de chaque État est cruciale. Je pense que c'est important. Chaque pays doit mettre le barrage nécessaire pour empêcher qu'il y ait d'immigration. Le pays comme le Mali, comme le Maroc, avait il y a quelques années des accords des immigrés qui venaient travailler. Mais c'est des accords d'État. Ils venaient en avion, ils ne venaient pas en bateau ni à pied. Ils venaient en avion, ils travaillaient, ils étaient souvent, c'est vrai, logés, célibataires dans des foyers. Et après, quand il y avait eu le regroupement familial, c'est ce qui a favorisé, par exemple, pour certains, de faire venir leurs enfants. Mais ils avaient cette possibilité de repartir dans leur pays et de garder leurs enfants à l'abri de tous ces problèmes qui aujourd'hui génèrent dans tous les pays africains. Le problème également de la surveillance des frontières. Et avant, je pense que les bateaux pouvaient, par exemple, quand ils voyaient qu'il y a une embarcation, ils signalaient également à la police de frontière qui venait récupérer ces gens-là et les ramener dans leur pays. Aujourd'hui, on dirait que l'Europe est en train d'ouvrir ses portes d'une façon frauduleuse pour que ces gens viennent, parce qu'ils auraient besoin de main-d'œuvre plus tard. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus industrielle. Le taux de croissance est descendu. Il y a très peu de pays européens qui ont un taux de croissance de 2%. Aujourd'hui, les pays africains ou les pays asiatiques ont un taux de croissance de 6 à 7% ou même 11% pour certains. Donc, il y a ces besoins réels qui se posent, mais on ne veut pas créer des industries dans ces pays africains pour qu'on puisse maintenir la population, les jeunes dans ces pays-là. Gratien, je vais vous laisser rebondir très rapidement, après on passe à la suite. Oui, très rapidement, c'est que en fait, ces histoires-là d'absence de visa, quand on a un visa, on peut venir en France, travailler et rentrer. Finalement, les Africains, ils vont travailler, ils vont avoir un peu d'argent, ils vont rentrer et les autres vont venir. Donc, il n'y aurait pas ce problème d'immigration. On a vu, par exemple, les Algériens, à un certain moment, ils entraient en France facilement, ils repartaient. Il n'y avait pas ce problème d'immigration. Les pays qui avaient des accords avec la France pour venir sans visa, ça ne posait pas de problème. Mais du moment où on met une barrière, quand quelqu'un est déjà entré, même s'il n'a pas de travail, il a des problèmes, il reste en se disant que finalement, ça va s'améliorer. Parce que si je rentre, je ne pourrai pas revenir.
Monsieur Bamaré, très rapidement, et on passe à la suite. Oui, très rapidement. Moi, je pense que le problème de visa est très important. Il faut absolument qu'on résout ce problème par rapport aux différents pays africains avec l'Europe. Ça pourrait faciliter beaucoup d'actions et éviter ces morts qu'on enterre tous les jours. Oui, parce que c'est un drame, rappelons-le, des milliers de morts depuis le début de l'année. Et le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a estimé le taux de croissance de l'économie dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à 6,7%. Vous en parliez justement, Monsieur Bamaré. Donc on a là une belle performance pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Ibrahima Dioumaba. La croissance de l'économie a progressé en Afrique de l'Ouest en 2015. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a estimé le taux de croissance à 6,7% contre 6,5% en 2014. Cette progression découle des performances économiques dans les différents pays de la zone de l'UEMOA. Le taux de 6,7% qui caractérise l'année 2015 est essentiellement dû, bien sûr, à la bonne tenue des campagnes agricoles dans les différents pays. C'est également dû au dynamisme dans les investissements dans les infrastructures, bâtiments, travaux publics. Mais c'est surtout également les performances d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui représente le poids lourd dans l'Union. Et bien sûr, il y a également les services dans un pays comme le Sénégal. La BCEAO a relevé la progression du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2015 à un rythme de 6,9% contre 6% au premier trimestre de la même année. Une progression soutenue notamment par la vigueur du secteur secondaire. Les observateurs estiment que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a les moyens de maintenir ses performances économiques en 2016. L'UEMOA est parmi les zones les plus réputées, en tout cas bien gérées au niveau du continent africain. Et je veux dire que malgré la morosité qui caractérise l'environnement économique international, cette zone quand même tient toujours quand même à réaliser de performances. Je crois que les performances au niveau du secteur agricole, au niveau des services, l'amélioration dans l'environnement des affaires pourrait toujours quand même maintenir une certaine attractivité, n'est-ce pas, des pays de la zone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a par ailleurs noté une légère hausse du rythme des prix à la consommation. En glissement annuel, le taux d'inflation de l'Union est passé de 0,5% à fin mars à 1,5% à fin juin 2015. En raison du renchérissement des produits alimentaires consécutif au recul de la production céréalière entre 2014 et 2015 dans certains pays de l'Union. Grâce à un 6,7% de taux de croissance en 2015 pour la zone UEMOA, une bonne performance. C'est une bonne performance, mais qui est due à plusieurs facteurs, notamment au niveau de l'infrastructure, de la production agricole aussi, compte tenu de la conjoncture internationale pour certains produits. Mais je pense que cette zone peut faire plus parce que cette zone manque, disons, de levier économique au niveau surtout de la politique monétaire. Par exemple, c'est une zone qui passe son temps à lutter contre l'inflation, 2%. L'inflation, ce n'est pas un problème au niveau de l'Afrique, c'est un problème au niveau de l'Allemagne, même pas de la France. Parce que l'Allemagne se trouve toujours dans les années 1939. Et avec cette inflation, il suffit qu'il laisse filer un peu d'inflation, qu'il se retrouve par exemple à 8% de croissance s'il ne luttait pas vraiment contre l'inflation. Parce que quand on lutte en économie monétaire, quand on lutte contre l'inflation, c'est qu'on est en train de bloquer la croissance, on bloque aussi la production, on bloque aussi l'emploi. Et en même temps, c'est que par rapport aux voisins qui peuvent jouer sur la monnaie, changer de valeur de monnaie, baisser, augmenter la monnaie, ces pays sont stables, gardent leur monnaie d'une façon stable, ce qui fait qu'à un certain moment, disons, il y a des acquis, des avantages qu'ils n'ont pas, alors qu'ils auraient pu les avoir. Je pense qu'il y a une zone qui pourrait arriver facilement dans les 8%, voire 9%.
Puis Gracie, on va passer à notre chiffre du jour. Très rapidement, ça se passe en Tunisie. La production de pétrole dans le pays a régressé à 50 000 barils jour et le gouvernement est en train justement d'aider les sociétés pétrolières installées en Tunisie à surmonter les difficultés parce que ces sociétés menacent de quitter le pays. Ce serait un vrai manque à gagner pour la Tunisie. On connaît la situation dans laquelle est le pays actuellement. Oui, c'est un pays qui se relève au niveau démocratique, un pays qui a besoin, disons, de l'économique, de la production, surtout du pétrole, pour essayer d'asseoir la démocratie, parce que la démocratie, elle a besoin aussi de l'argent, de la richesse, pour que les citoyens soient intéressés. Or, ce qui se passe au niveau des terroristes qui s'installent dans certains coins n'encourage pas les investisseurs. En même temps, ces investisseurs se demandent comment mettre des millions de dollars pour extraire le pétrole, finalement, qui ne vont pas, à un certain moment, qu'ils regardent du côté de la Libye ce qui se passe, Daesh ou les autres terroristes qui exploitent le pétrole illégalement, alors que ce sont les autres qui ont investi. Donc, cela, ça pose un problème. Je pense que vraiment la Tunisie se trouve à un stade où les voisins, comme l'Algérie, je dirais même l'Égypte, pourraient aider ce pays à lutter contre les terroristes pour asseoir la paix et aussi... C'est ce que fait l'Algérie, Gracia, non? Oui, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, je pense, à la frontière, oui. À la frontière, parce que l'Algérie se protège, il faut se protéger, mais en même temps, il n'y a pas, disons, d'intervention en masse pour entrer. Je ne sais pas si la Tunisie l'a demandé, mais je pense qu'il pourrait mutualiser la lutte contre les terroristes au niveau de ces pays, mettre les moyens en commun, non pas seulement dans les montagnes où les terroristes agissent pour entrer en Algérie, mais aussi à l'intérieur de la Tunisie. Et merci Gratien. Merci Amira. Bonsoir à tous. Merci à vous, Monsieur Bamari. Je rappelle que vous êtes représentant de la société civile tchadienne. Merci pour vos analyses. Merci de nous accueillir. Merci. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, merci de nous avoir suivis, puis restez avec nous. À très vite.